Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, Mathias Fekl, avocat, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et ancien ministre, et Lionel Zinsou, président de la Fondation Terra Nova et ancien Premier ministre du Bénin. Notre prochaine émission en public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 17 novembre et vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le titre en forme de question est cette semaine « Comment sauver les paysans ?» Parmi ceux qui y répondent, on trouve le réalisateur du film « Au nom de la terre », lui-même fils de l'un de ces paysans qui s'est donné la mort et dont on sait qu'il y en a un chaque jour. Montré du doigt par les uns comme pollueur, comme chasseur, écrasé par les géants de l'agroalimentaire et par la grande distribution, pouvons-nous encore mettre fin à l'agribashing et reconnaître la place essentielle des agriculteurs dans la gestion de nos territoires, dans la qualité d'une alimentation, qui tant par sa diversité que par sa sécurité sanitaire demeure sans équivalent? Telles sont quelques-unes des questions que soulève le 1. J'ai le plaisir de vous dire que nous sommes soutenus aujourd'hui par un autre podcast, ou plus précisément par un producteur états-unien de podcast, Wondery, avec un Y, qui lance la version française d'une de ses séries à succès, Business Wars. Sous le titre « Guerre de business », Wondery propose un premier épisode consacré à la rivalité sans fin et quinquagénaire entre Adidas et Nike. Ça ressemble à Capital en mode Game of Thrones. On nous y raconte les compétitions de l'hypermarketing, les opérations des influenceurs, les défis des bureaux de tendance, l'investissement des marchés de niche, la course aux stars pour en faire les égéries des marques, les risques de l'innovation et les ruses de la communication. Et on y découvre comment organiser la rareté pour faire exploser les ventes. Et comme cette guerre est incessante, les rebondissements succèdent aux rebondissements. Il y aura un nouvel épisode chaque lundi et vous pouvez vous rendre dès que vous en avez l'envie sur le site de Wondery, W-O-N-D-E-R-Y, où vous trouverez le premier de ces épisodes en français. Si vous voulez avoir les épisodes en anglais, vous pouvez aussi aller sur ce site où tous les épisodes, de nombreux épisodes y sont déjà. Mais nous ne vivons pas seulement du soutien de Wondery, nous vivons aussi de vos contributions qui peuvent désormais être défiscalisées à hauteur de 66%. Et nous allons remercier celles et ceux d'entre vous qui ont d'ores et déjà décidé de nous aider à poursuivre notre activité. En ce qui me concerne, je remercie John Adrian Bondy, Christian Lallemand, Xavier Broca et Bernard Barthélemy Japio. Jean-Louis Bourlange. Oui, alors celles sont Nathalie Fontaine et Agnès Giocanti, et ceux sont Stéphane Lavaux et Olivier Ricard. Béatrice Gibelin. Et moi, je remercie Jean-Philippe Dominguez, Bruno Maraviec, Jean-Yves Signoret et Anne Bernet. Lionel Zinsou. Toute notre gratitude à Louis Daquet, Bruno Lafont, François Midjaville et Yannick Gomez. Mathias Fekl. Un grand merci chaleureux à Alexandre Mazurek, Jean-Marie Hombert, Vincent Monrieux et Benoît Roger Vasselin. Merci à elles, merci à eux et merci à celles et ceux qui vont décider de les rejoindre. Nous allons maintenant nous intéresser à l'Allemagne 30 ans après la chute du mur. Puisqu'il y a 30 ans, en effet, s'ouvrait, puis s'effondrait, le mur érigé par le gouvernement d'Allemagne de l'Est en août 1961 entre le secteur soviétique de Berlin et les secteurs américains, anglais et français. Moins d'un an plus tard, le Parlement est-allemand votait l'adhésion de la RDA à la loi fondamentale de la RFA et en fixait unilatéralement l'effectivité au 3 octobre 1990 sans attendre que les nombreux débats sur les modalités de la réunification aient trouvé leur conclusion.
Premier acte économique de cette unification, la décision d'échanger à parité marque de l'Est et marque de l'Ouest, a notamment entraîné une revalorisation des salaires dans des industries d'État à la main-d'œuvre pléthorique, dont la compétitivité s'est effondrée. 14 000 entreprises et coopératives d'État représentant 80% de l'économie est-allemande ont été privatisées. En 1990, le PIB par allemand de l'Ouest était 66% plus élevé que celui de son compatriote de l'ancienne RDA. En 2018, cette différence n'était plus que de 21%. Mais malgré ce rattrapage, malgré un chômage bas, 6% des actifs, malgré le sentiment exprimé par 70% des habitants des Länder de l'Est d'être des gagnants de la réunification, c'est dans ces anciennes régions industrielles que le score du parti d'extrême droite Alternative für Deutschland est le plus élevé. Il l'est 2 fois plus que dans les Länder de l'Ouest. Angela Merkel s'est exprimée hier le long de l'ancien tracé du mur de Berlin, aux côtés de dirigeants d'anciens pays communistes d'Europe de l'Est. Au pouvoir depuis 2005, la chancelière allemande, dont le mandat prendra fin en 2021, a contribué à maintenir l'Allemagne à une place importante en Europe. Au plan diplomatique, ces différents mandats ont été marqués par une dégradation des relations avec la Russie, notamment du fait de l'annexion de la Crimée en 2014, et avec les États-Unis, en raison de la guerre commerciale menée par Donald Trump. En 2018, l'Allemagne présentait un excédent commercial de 7%, proche des records mondiaux. Aujourd'hui, le pays souffre de la détérioration du climat économique mondial causée par la guerre commerciale États-Unis-Chine. Il souffre au point d'être en passe de tomber en récession. L'Union européenne, en intégrant de nombreux pays d'Europe de l'Est, a contribué à réduire les inégalités avec l'Europe occidentale à travers d'importants transferts financiers. Mais l'ancien rideau de fer délimite toujours 2 zones dans lesquelles les droits démocratiques ne sont pas respectés équitablement. Chantre des démocraties illibérales, les pays d'Europe de l'Est connaissent un faible taux de naissance et une forte émigration vers l'Europe occidentale. Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion. C'est par ce titre que le monde diplomatique a célébré le 30e anniversaire de la chute du mur, titre salué par Jean-Luc Mélenchon, qui juge qu'annexion est, je cite, enfin le mot juste pour nommer ce qui s'est passé il y a 30 ans. Une violence qui n'en finit plus de se payer. Fin de citation. Daniel Cohn-Bendit rétorque que le débat a été tranché par le vote des gens en Allemagne de l'Est. Ils ont voté à majorité de CDU, c'est-à-dire la démocratie. Dire annexion, c'est aujourd'hui reprendre Radio Nostalgie Allemagne de l'Est, c'est reprendre ce que dit l'Alliance für Deutsche l'AfD, c'est ce qu'elle dit en Allemagne de l'Est, c'est-à-dire c'est ce que dit l'extrême droite. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, je dois dire que j'ai été très choquée par le titre du Monde diplomatique et par sa reprise par Mélenchon. C'est vraiment faire une confusion, mais c'est plus qu'une confusion. C'est une erreur historique que de parler d'annexion à propos de la RDA. Il faudrait peut-être quand même rappeler que dès le mois d'août 89, on a eu plus de 100 000 citoyens de RDA, je crois 130 ou 140 000, qui quittaient la RDA, qui passaient par la Hongrie. C'était des policiers hongrois qui, avec des tenailles, avaient déjà ouvert le rideau de fer. Et c'était un flux continu de citoyens de la RDA qui fuyaient une dictature. Il faut quand même dire les choses comme elles étaient, sur lequel il y avait 300 000 soldats soviétiques qui stationnaient. Si on a eu ce flux-là et qui démarre au mois d'août, c'est-à-dire ça ne commence pas en octobre, et on se souvient tous de ces fameux lundis où on avait, grâce aux églises protestantes à ce moment-là, des manifestants constants dans l'Allemagne de l'Est qui prenaient des risques énormes pour le faire. Donc je crois qu'il faut rappeler ce genre de choses et dès qu'il y a eu le début, au fond, annoncé de façon inattendue par le ministre, je crois que c'était des Affaires étrangères, et qui dit à partir de maintenant, on n'aura plus besoin de visa. Ah oui, mais à partir de quand? Mais maintenant, immédiatement. Et aussitôt, c'est la ruée pour sortir de l'Allemagne de l'Est. Et
Et c'était un risque parce qu'on ne savait pas encore, au fond, si Mikhail Gorbatchev allait ou non laisser faire. Donc, je crois qu'il choisissait la liberté. Et je suis assez choquée, si vous voulez, dans les commentaires aujourd'hui, qui sont quand même des commentaires ah oui, c'est une annexion, ah oui, ils sont pas contents, ah oui, il y a l'AfD, ah oui, on n'a pas discuté au moment de 89. Mais au moment de 89, la force de la poussée, et on s'en souvient tous ou presque, et l'émotion que ça a représenté quand on a vu ces gens enjamber et passer de l'autre côté. Et ce choix de la liberté reste quelque chose qui est fort pour la très grande majorité des Allemands de l'Est. Il faudrait quand même pas passer ça par-dessus bord sans en tenir compte. Alors bien sûr, tout n'a pas été parfait, bien évidemment. Seulement la fenêtre d'ouverture possible que Kohl a utilisée pour effectivement décider d'entrée de jeu que ça y est, c'était la réunification. Peu de gens étaient d'accord pour ça. Le seul qui le soutenait, c'était Bush père, à ce moment-là, dans mon souvenir en tout cas. Mitterrand était extrêmement réticent, c'est le moins qu'on en puisse dire. Il est quand même allé faire une visite en décembre 89 en Allemagne de l'Est, à Berlin-Est. Il fallait quand même oser le faire, ça. Bon, et je crois que pour Kohl, il fallait profiter de ce moment sans laisser le discours prendre beaucoup de temps. Je pense qu'il faut rappeler les conditions dans lesquelles se sont passées. Alors maintenant, le problème de l'AfD, aujourd'hui, qui est quand même des marches, encore une fois, sur une question d'immigration, même si ce n'est pas en Allemagne de l'Est que l'immigration est loin d'être la plus importante, mais je rappellerai qu'à l'époque de la RDA, quand il y avait des Vietnamiens qui étaient installés en Allemagne de l'Est, les attaques xénophobes contre les ouvriers vietnamiens par des citoyens de l'Allemagne de l'Est étaient fréquentes. Et qu'entre 89 et 91, après la chute du mur jusqu'en 91-92, des actes violents ou des attentats ont été très nombreux en Allemagne. Plus personne n'en parle, mais c'était quand même plus de 2000, hein, et les plus nombreux avaient lieu en Allemagne de l'Est. Alors, il y a peut-être un certain nombre de choses qu'il faut rappeler avant de parler d'annexion. J'ai rappelé tout à l'heure que c'est le Parlement est-allemand qui a voté la date de la réunification sans consulter personne, alors que beaucoup de gens étaient en train de se gratter la tête en disant « est-ce qu'il vaut mieux avoir ça avant de se réunifier complètement aussi ?» Et il y a aussi une chose assez amusante, c'est les conditions dans lesquelles les Allemands de l'Est ont su qu'ils allaient pouvoir circuler. C'est-à-dire qu'il y a une conférence de presse qui est donnée par le porte-parole du gouvernement, qui n'est même pas le ministre, absolument, qui brasse des banalités pendant 3 quarts d'heure, jusqu'à ce qu'un journaliste italien lui dise « mais est-ce que les gens vont pouvoir circuler ?» Et là, il regarde ses papiers, il dit oui, les visas vont être beaucoup plus facilement autorisés, les gens vont pouvoir circuler. Et on lui dit quand ? Et il regarde encore ses papiers. Il dit tout de suite, sauf que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été décidé au plus haut niveau. Mathias Feckel. C'est un moment assez mythique. Moi, je me souviens, je vivais à Berlin à ce moment-là, puisque j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Et on était devant la télévision avec mes parents, et je me souviens de mon père qui dit « mais est-ce qu'il comprend lui-même ce qu'il vient d'annoncer ?» Et on avait vraiment l'impression d'un bureaucrate borné. Oh, il n'était pas borné, Chabotsky. Enfin, en tout cas, on avait l'impression dans la conférence de presse quand même que c'était pas un grand esprit. Et il annonce en réalité la fin du XXe siècle. Le court XXe siècle dont parlait Eric Hobsbawm et qui se termine là, entre 89 et 90, la réunification allemande, et qui ouvre une immense phase d'espoir, d'émotion d'abord sur le coup. Je me souviens aussi de la foule en liesse dans les rues de Berlin pendant des semaines, puisque toutes les semaines vous aviez des morceaux de murs qui étaient abattus aux 4 coins de la ville, avec des scènes de retrouvailles absolument incroyables, magnifiques, et une vraie communion populaire, pacifique. Béatrice a rappelé, ça faisait des mois que des mouvements de masse en Allemagne de l'Est, de citoyens, se mobilisaient avec un rôle très important des églises, des dissidents, des intellectuels. Et c'était des mouvements sans visage ou aux 1000 visages. Il n'y avait pas vraiment de leader de ces mouvements. Et beaucoup de femmes très impliquées là-dedans. Mais aucune et aucun de ces initiateurs ne voulait se mettre en avant. Et donc vous aviez une mobilisation au long cours, et qui s'est traduite ensuite par des scènes incroyables. On a tous en scène Rostropovitch jouant au pied du mur, mais c'était vraiment le quotidien de Berlin à ce moment-là. Et puis, quand même, le mur, c'était le symbole d'une barbarie.
côté ouest, il y avait un rapport très paradoxal au mur, puisque à force de tags et de graffitis, c'était devenu presque une œuvre d'art. C'était assez beau, en tout cas une forme de beau. Et puis c'était un lieu de promenade pour nous. On jouait là, il n'y avait pas de voiture. Enfin, donc il y avait cet aspect-là. Et puis vous aviez ces fameuses plateformes qui avaient été aménagées pour les touristes, sur lesquelles on pouvait monter. Et là, on voyait de l'autre côté. Et on voyait surtout le mur, parce que le mur, c'était pas un mur. Le mur, c'était le mur côté ouest, et puis c'était ce qui s'appelait la bande de la mort, c'est-à-dire un terrain vague, miné, avec des postes de garde et des policiers est-allemands qui abattaient absolument tous ceux qui essaient de passer. Et puis c'était un autre mur, et puis c'était l'Est. Et tout ça, c'était des scènes d'une grande violence. Berlin, c'était la dernière sentinelle de la liberté face au bloc soviétique. Et une ville très paradoxale, là aussi, à la fois très alternative, très citoyenne, avec tous les modes de vie, toutes les mœurs, etc., qui s'y épanouissaient bien avant, parfois, le reste du monde. Et dans le même temps, la volonté d'être libre, farouchement, viscéralement libre. Et ça donne un goût de la liberté extrêmement fort. Et donc, aujourd'hui, venir dire que c'est une annexion, avec en plus tous les relents sémantiques et historiques qui se cachent derrière ce mot quand on connaît l'histoire allemande, c'est extrêmement, extrêmement grave et extrêmement dangereux, en particulier dans le moment que traverse l'Europe aujourd'hui. Lionel Zinsou. Oui, moi je suis très sensible à la dimension mondiale de l'événement parce que évidemment, toute l'Europe de l'Est est impliquée et au fond, le communisme s'effondre à partir de ce moment-là par pans. Mais ça dépasse l'Europe de l'Est, ça dépasse la réaction française, anglaise, mes réticences. Et au fond, d'un point de vue européen, c'est un événement évidemment considérable, un changement des rapports de force considérable. Et ça change tout. Et ça prouve d'ailleurs que l'Union européenne est capable ensuite de ramener toute une population à un niveau de développement, à un niveau de liberté exceptionnel. Donc ça change profondément l'Europe de l'Ouest. Mais ça se ressent dans toute l'Amérique latine, ça se ressent dans toute l'Afrique. Vu du Bénin, si je prends un point de vue africain, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, le monde entier a regardé ce qui se passait. La dimension historique, elle est totalement mondiale. Il n'y a aucune population qui était, au fond, absente à l'événement. Nous, ça veut dire, 10 jours après, les experts techniques qui encadrent la police et qui étaient fournis par la Stasi rentrent chez eux. Donc, évidemment, les républiques populaires africaines, les régimes marxistes-léninistes d'Amérique latine, tout le monde sent que c'est la fin. Donc, ce caractère immensément mondial, profond, il n'y a pas de savane, il n'y a pas de forêt amazonienne qui soit en fait absente à cet événement. Alors, Mathias évoquait Rostropovitch. Rostropovitch, c'était l'ami de mon patron de l'époque, Antoine Riboud. Oui, le samedi matin, ils prennent un avion de Danone et Rostropovitch dit « Antoine Chic, il faut qu'on aille assister à l'histoire ». Il prend le violoncelle, ils vont jusqu'au mur, prennent une chaise, Rostropovitch joue. Et à ce moment-là, les Allemands de l'Est qui sont en train de passer le mur voient ce vieil homme qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire que l'information était si manipulée qu'on ne connaissait pas Rostropovitch, simplement que c'était un dissident soviétique. Et alors, au fond, tout le monde passe, ému par ce vieillard, lui jette des piécettes. Des Ostmark, d'ailleurs, qui vont valoir beaucoup, beaucoup plus, d'ailleurs, dans quelques semaines, dans quelques mois. Et il y a là ces deux amis qui ont voyagé avec lui, Antoine Riboud, le président de Danone. Et ne jetait pas des piécettes, mais plutôt des gros chèques. Non. Et un autre de leurs amis qui est associé Gérard de Lazare, et qui ont passé la matinée à ramasser dans un béret les pièces. Mais on ne reconnaissait... petites économies, un voilà. sou est un sou. On ne reconnaissait pas Rostropovitch, tant l'information, enfin, était bloquée. Donc, au fond, mais moi, j'étais vraiment témoin de la joie. Le président Mitterrand, il va en décembre, oui, accompagné d'ailleurs par pas mal d'industriels, oui, là, à nouveau, mon patron, qui revient le soir même en disant « Bon, maintenant, on va être premier dans toute l'Europe de l'Est, parce que toute l'Europe de l'Est va se vendre. » François Mitterrand est allé aussi pour prendre la mesure du phénomène économique que ça allait être, et il n'est pas allé rendre hommage à Erich Honecker. Il est allé, au fond, préparer quelque chose sur quoi on s'est mis à travailler. Mais le 1er janvier, on a travaillé sur la présence. Le 1er janvier, on a commencé à travailler
à chercher un partenaire. Et alors, c'était très intéressant cette Ça devait période. pas être évident. Mais non, c'était pas évident parce que les entreprises appartenaient au peuple. Et donc, nous, il nous fallait passer un accord avec le peuple. Alors, je me rappelle que les gens de Lafarge disaient quand même qu'il va y avoir un gros enjeu sur le ciment, mais qu'est-ce que vous voulez, nous, on rencontre que des gens qui nous disent ça appartient au peuple, qu'est-ce qu'on fait? Antoine disait, vous signez avec le peuple. Quel est le problème? Donc, Danone, on a été parmi les tout premiers, on a fait une joint venture avec le peuple. Alors, le peuple était représenté par les larges masses. Alors là aussi, il fallait chercher les larges masses. Alors, c'était les syndicalistes de la région en question, ça se passait quelque part au nord de Berlin, dans le Mecklembourg, et puis les étudiants, les masses paysannes, etc. Donc, on a un jour convoqué, la laiterie qui voulait faire des yogourts avec nous a convoqué un étudiant, un syndicaliste, un intellectuel, les représentants enfin, si vous voulez, de l'administration qui était encore en place. Ils ont tous signé. Nous sommes le peuple et nous avons fait une joint venture avec le peuple. Et une semaine après, on commençait à produire nos produits. La transformation a été fantastiquement rapide dans une ambiance de joie que Mathias évoquait et qui était quand même très, très palpable, tout à fait extraordinaire. Donc, c'est beaucoup d'émotions, mais c'est jusqu'au bout du monde une transformation qui, en effet, marque la fin du siècle et des événements historiques enchaînent. Jean-Louis Bourlange. Oui, alors, un mot sur, un peu plus qu'un mot sur Mélenchon. Je crois que c'est quand même très intéressant et assez affligeant de voir la façon dont il réagit. Moi, ça me rappelle une chose que j'ai toujours pensée et qui est vraiment préoccupante quand on fait de la politique, c'est que la politique, ça n'est pas paupérien. Ça n'est jamais réfutable. Vous avez un gars qui se fait élire en Thuringe, qui gagne, etc., en employant les termes, les mots, les discours d'Adolf Hitler. On pourrait logiquement se dire que Adolf Hitler, le résultat n'a pas été bon. Hein, pour prendre vraiment une litote en 45, c'est pas bon. Eh bien, ça n'empêche pas. Il y a 50 ans plus tard, un gars qui est capable de dire voilà les mots qu'il faut pour le pays. Et Mélenchon donne cette même impression. C'était un échec sans phrase. On se rappelle la dictature d'Honecker. Honecker, par exemple, il avait préparé son discours pour le 20e anniversaire ou le 30e anniversaire, je ne sais plus, de la constitution de la RDA. Il avait une espèce de villa sur la Baltique. Il y avait un énorme parc qui entourait cette villa et le camion qui faisait les approvisionnements n'était pas autorisé pour ne pas troubler le sommeil ou la tranquillité du premier secrétaire du Parti socialiste d'Allemagne de l'Est, à pénétrer, si bien que le camion s'arrêtait 2 kilomètres et les gars portaient à bras tous les approvisionnements. C'est un truc de dingue. Honecker, quand il revient de Hongrie juste au moment où il s'est d'ailleurs fait rouler par les Hongrois dans les grandes largeurs. Il est frappé, c'est d'ailleurs très significatif, d'une sorte de maladie shakespearienne qui s'abat sur lui. Il revient, ordre est donné à l'ensemble des personnels de l'aéroport de regarder de l'autre côté, ne pas regarder le premier secrétaire. Il rend alors que M. Mélenchon puisse considérer que c'est une perte que d'abandonner un régime qui se conduit comme ça prouve vraiment que c'est pas paupérien, c'est clair. Alors la constituante, il nous dit il n'y a pas de constituante. Pourquoi y aurait-il une constituante? On a une constitution qui est faite pour la République fédérale d'Allemagne, donc qui a été élaborée dans des conditions extrêmement satisfaisantes, sous le contrôle d'ailleurs des alliés qui ménagent toutes les libertés, etc. On n'allait pas faire un moyen terme entre une constitution démocratique et une constitution qui ne l'était pas. Ça n'avait vraiment aucun sens. Il fallait effectivement... Alors, la troisième chose qui, là, est différente, c'est la politique économique. C'est vrai que la parité entre l'Ostmark et le Deutschmark a été extrêmement préjudiciable à l'économie est-allemande, mais elle a été réclamée
par les gens d'Allemagne de l'Est. Elle a été réclamée. Ils ne pouvaient pas admettre autre chose que la parité. Intellectuellement, le système aurait été de maintenir une parité différente et de compenser par une sorte de RSA, enfin de revenu généralisé donné à 20 millions de personnes. C'est quelque chose que personne ne voulait. Donc mais effectivement, ça a pesé très lourd sur l'Allemagne. Ça a pesé très lourd sur le lancement, la préparation de l'euro, parce que ça a combiné l'exercice de rigueur qui nous était demandé à juste titre sur nos finances publiques avec des taux d'intérêt très élevés. En réalité, Delors avait une autre idée de la chose. Delors avait proposé à Helmut Kohl que ce soit l'Union européenne qui prenne en charge une grande partie du coût d'adaptation de la réintégration des Länder de l'Est dans la République fédérale. Et il disait c'est très bien parce que là, on va apporter des solutions budgétaires, ça va donc pas peser aussi fortement sur le budget fédéral et ça va épargner à la Bundesbank la nécessité de pratiquer des taux d'intérêt élevés qui, eux, auraient l'inconvénient et ont eu l'inconvénient de nous obliger, en raison des critères de Maastricht, à pratiquer nous-mêmes pendant quelques années des taux élevés. Ensuite, on a eu le contraire. L'avantage de l'euro, c'est qu'on a eu des taux d'intérêt très bas et des facilités d'investissement qu'on n'avait pas avant. Mais pendant cette première période, ça a été très lourd. Et Kohl, que je comprends très bien, a refusé cette proposition en disant « je vais être au banc de l'Europe si j'accepte, moi, l'opulente Allemagne, d'être financée par l'Europe, c'est-à-dire par la Grèce, l'Espagne, la France, etc. » Mais le calcul économique de Jacques Delors était pas idiot. Donc vraiment, dans cette affaire, je crois que Kohl, ce que vous dites, Philippe, en rappelant que c'est le Parlement de l'Est de l'Allemagne qui a fixé la date était tout à fait intéressant. Alors, un mot sur Chabovski. Moi, j'ai écouté, il y avait des émissions il y a quelques années sur Arte qui étaient très bonnes sur l'agonie du régime politique est-allemand. Et Chabovski apparaissait quand même comme pas idiot. Alors, effectivement, il a été complètement déconcerté parce qu'il n'a pas vu tout à fait ça. Mais en réalité, on voit bien que dans cette période, le bureau politique est-allemand se remet profondément en cause depuis plusieurs semaines. Ils sont fait complètement rouler par les Hongrois. Parce que les Hongrois avaient demandé l'autorisation à Gorbatchev d'ouvrir la frontière vers l'Autriche, donc de faire ce couloir. Et Gorbatchev avait dit comme toujours, faites comme vous voulez. Enfin, Gorbatchev, ça reste un peu une énigme, le fonctionnement de Gorbatchev pendant cette période. Et alors, les Honecker s'en étaient vivement inquiétés. Et ils avaient dit non, les Hongrois avaient menti comme des arracheurs de dents, en disant non, il y a simplement quelques petits passages, mais c'est pas grave du tout. La situation est contrôlée, il y a aucun problème. Et ensuite, il y a eu vraiment cette immense hémorragie qui a été le déclencheur général. Et on voit bien que tous ces gens du bureau politique, et c'est ça qui me paraît dominer la période au point de vue idéologique, tous ces gens du bureau politique sont fondamentalement convaincus qu'ils sont dans l'erreur historique. Ils ont compris, ils ont pas du tout envie de perdre leur pouvoir, de perdre leur truc, ça c'est un autre problème, mais ils savent, et Gorbatchev, le premier. Ce qui est frappant chez Gorbatchev pendant toute cette période, c'est qu'il abandonne à l'intérieur de sa tête, à l'intérieur de lui-même, la légitimité de son combat. Ça commence quand il paie avec une carte American Express, quand il fait un voyage à Londres quelques années plus tôt. C'est quand même un symbole absolument incroyable. Ça continue quand il abandonne officiellement le principe du leadership du Parti communiste d'Union soviétique sur l'ensemble des partis. Ça veut dire qu'il ruine les bases idéologiques du contrôle soviétique. Ça se poursuit, j'arrive à la fin, rassurez-vous Philippe, ça se poursuit dans son voyage en Europe, en Allemagne de l'Est, au moment de l'anniversaire de la fondation de la RDA, où les types disent partout des visas, et où manifestement il ne veut faire aucune répression, et ça se confirme dans l'attitude avec les Hongrois, et pour finir, ça sera, et de toute façon, à mon avis, on peut le lui reprocher, il négociera la réunification dans des conditions exagérément défavorable
pour la Russie, car les Allemands ont toujours dit qu'ils étaient prêts à payer beaucoup plus, alors que la Russie était au bord de la faillite complète et de la famine, les Allemands étaient prêts à payer beaucoup plus pour la réunification. Gorbatchev a mal négocié parce qu'il ne croyait plus dans son parti, dans son idéologie, et c'est ça, sans doute, ce que les Russes lui reprochent le plus aujourd'hui. On rappellera à M. Mélenchon et aux rédacteurs du Monde diplomatique qu'ils peuvent toujours voir la vie des autres, qui leur donnera une assez bonne image du degré de liberté. Et ça m'a tout à coup remis à l'esprit quand j'ai publié Le communisme était soluble dans l'alcool, qui était une anthologie des blagues politiques en usage de l'autre côté du rideau de fer, dans la fin des années 70. Il y en avait une qui venait d'Allemagne de l'Est, et c'était une série de recommandations. Ça commençait par « Ne pensez pas. Si vous pensez, ne parlez pas. Si vous parlez, n'écrivez pas. Si vous écrivez, ne publiez pas. Si vous publiez, ne vous étonnez pas. » Lionel Zinsou. Oui, je reviendrai volontiers sur la controverse qui a été très importante, qui a même d'ailleurs opposé le chancelier à la Bundesbank sur la parité entre le mark de l'Est et le mark de l'Ouest. C'était inimaginable que le pays se réunifie et qu'il ait deux monnaies. Et que ces deux monnaies sanctionnent le fait que, durablement, une partie du territoire aurait vécu à un niveau de revenus par tête qui aurait été le tiers de l'autre. Les premières notes de frais, quand vous alliez en Allemagne de l'Est en décembre, janvier 90, vous aviez une nuit d'hôtel avec 2 repas pour 10 francs. Les niveaux de parité de l'Oistmark avec le reste du monde étaient complètement artificiels. On avait par ailleurs un système de prix qui était reflété dans la valeur de l'Oistmark, qui était un système qui n'avait rien à voir avec des prix de marché et qui était fait d'énormément d'incohérences, ou en tout cas de choix collectifs différents qu'on pouvait difficilement conserver. Là encore, excusez des souvenirs anecdotiques, mais on arrive et on veut se développer dans l'industrie laitière. On regarde les conditions de l'élevage, on s'aperçoit que les vaches est-allemandes mangent essentiellement du pain et de la brioche. Alors, on s'étonne, mais parce que ce sont des produits subventionnés de façon considérable, et les céréales ne le sont pas. Donc, on ne peut pas leur donner des aliments complets pour bétail, parce que c'est trop cher. Alors, c'était tout des Marie-Antoinette. Non, c'est pas Marie-Antoinette. Je proteste avec la dernière énergie au nom de la reine. Vous voyez cette histoire qu'on leur donne de la brioche plutôt que du pain. Elle est citée par Jean-Jacques Rousseau dans ses Confessions. Or, les Confessions, c'est, je crois, de 1764 ou un truc comme ça. Donc, avant l'apparition de cette malheureuse... Bon, on ne s'éloigne pas beaucoup avec Marie-Antoinette. La mémoire de Marie-Antoinette. On ne s'éloigne pas beaucoup de l'Europe germanique. Stéphane Bern sort de ce corps. Non, mais en fait, je ne pensais pas tellement à Marie-Antoinette avec la brioche. Je voulais dire, on était dans un système d'incitation, de prix, qui était dans tous les domaines. Par exemple, un autre sujet, quand on arrive dans l'entreprise où on vient de s'installer avec le peuple, les ingénieurs sont tous payés la moitié du salaire des ouvriers, parce que c'est le système, c'est le choix collectif. C'est-à-dire qu'ils ont la chance d'avoir un métier intéressant et un métier qui n'a pas de pénibilité. Ils sont donc payés la moitié. On peut trouver que c'est raisonnable. Simplement, ça pose un problème de marché du travail, ça pose un petit problème d'attraction de talent, ça pose beaucoup de problèmes si on est dans une économie d'une logique différente. Donc, à travers le choix Ostmark-Deutschmark, laisser perdurer quelque chose de ce système cohérent, mais complètement différent, posait un problème. Et par ailleurs, tout à l'heure, Philippe disait 92% aujourd'hui, vous disiez non, 21% de décalage entre le revenu des Länder de l'Est et de l'Ouest. Oui, corriger des mesures de transfert, corriger de la protection sociale allemande, c'est aujourd'hui 92% à l'Est du niveau de l'Ouest. Oui, mais on passe de 33 à 92% en 30 ans. La part de PIB par individu. Oui, j'entends bien, mais vous avez en tête ce que ça veut dire en valeur absolue. Ça veut dire que c'est 3 fois plus en termes relatifs. Donc, on a multiplié au fond par 3 le niveau de vie. À cela près que dans les 30 dernières années, l'Allemagne comme un tout, l'Allemagne de l'Ouest et comme un tout, a elle-même doublé son PIB. Ce qui veut dire qu'en termes de création de richesse et de remise à niveau pour tout un peuple des niveaux de revenus, de patrimoine,
de patrimoine. Imaginez qu'on n'ait pas mis la parité avec le Deutschmark, ça veut dire qu'on liquidait en réalité complètement la valeur de l'épargne en Allemagne de l'Est. Or, une chose qui était très frappante avec nos amis allemands de l'Est, il y en a qui adoraient cette situation, c'est que on gagnait ce qu'on gagnait, mais comme on ne pouvait pas le dépenser, on avait une épargne très importante. C'était très frappant. Personne n'avait de problème d'argent dans l'Allemagne de l'Est. Il reste d'ailleurs une nostalgie de ça dans les Länder de l'Est, puisque on ne pouvait pas dépenser l'argent. Si on commandait une Trabant, si vous voulez, il fallait quand même l'attendre 3 ans. Et par conséquent, il n'y avait pas d'occasion. Donc, il y avait des patrimoines, en fait, qui étaient importants, qu'on aurait liquidés si on n'avait pas, en termes de pouvoir d'achat, si on n'avait pas fait cette parité. Ce qui manquait, c'était le beurre, pas l'argent du beurre. Mais, donc, tout ça pour vous dire que il y avait une cohérence était en prison. extrême, mais comme le PIB par tête a doublé dans cette période, et que vous avez fait un coefficient 3 de progression les uns par rapport aux autres, vous avez quelle expérience économique récente dans le monde a conduit des citoyens, en changeant d'un système à l'autre, avec quand même des filets de protection sociale extraordinairement puissants, parce que tout le monde glose sur le fait qu'on a fermé les entreprises, les pauvres entreprises, les combinats, les conditions de travail étaient absolument épouvantables, les conditions écologiques étaient absolument horribles. Donc, enfin bon, il y a des espèces de nostalgie comme ça, la pauvre industrie. Attendez, avec des protections sociales extraordinaires, dans quel pays on voit des citoyens multiplier par 5 leur capacité d'acheter des biens, d'acheter des services et de valoriser leur épargne? Dans quelle économie? C'est quand même un succès économique. Et heureusement, on nous a épargné l'Union européenne. Vous imaginez la bureaucratie de l'Union européenne qui aurait pris en charge une transformation aussi puissante, alors que l'économie en question avait tous les moyens de le faire seule, mais ça aurait été absolument catastrophique. L'image de la bureaucratie européenne, la Treuhandanstalt, qui a permis de privatiser les entreprises, a travaillé à une vitesse extraordinaire. On y serait encore aujourd'hui. En quelques mois, enfin en 2 ans, on ferme la Treuhandanstalt, l'économie a été totalement modifiée. Nous, une fois qu'on avait eu réglé nos problèmes avec le peuple, avec lequel on s'entendait très bien, on a été un des tout premiers dossiers, et ça ne valait pas grand-chose ce qu'on a acheté, donc ça nous a coûté un nouveau marque, un Deutschmark. La Treuhandanstalt a administré ça en 1 mois, si vous voulez. On y serait encore en 2019 si ça avait été géré par un commissaire européen. Mathias Fekl, n'oubliez pas qu'il va falloir quand même un peu nous interroger sur la situation actuelle et notamment sur cette énigme qu'est le succès de l'AfD dans les anciens Länder de la RDA. C'est faire la transition. Mais il y avait un débat à l'époque sur la parité et il y avait notamment en 90, avant la réunification, l'idée qui avait émergé que quand on rachetait les marques de l'Est, je m'exprime rapidement, jusqu'à une certaine somme, ça serait 1 pour 1 et qu'au-delà, ça pourrait être 1 pour 2. Ce qui avait sans doute du sens économique d'ailleurs. Mais c'est le principe de la réforme fondatrice du Deutschmark. Oui, absolument. Mais ça a déclenché un scandale en Allemagne de l'Est. Et depuis, et ça nous mène vers aujourd'hui, il y a quand même toujours, de manière plus ou moins sous-jacente, et de moins en moins sous-jacente, l'idée que ce sont des citoyens de 2e classe. Et qu'au final, ils ne sont pas considérés à part entière. Et ça se traduit d'abord par les chiffres économiques. Il y a quand même des inégalités fortes entre les Länder de l'Est et de l'Ouest. Malgré les progressions, il y a un décrochage à cause de la crise industrielle, à cause d'un outil industriel qui n'était absolument pas capable de tenir le choc de la concurrence. Ça fait absolument aucun doute. Et puis, en raison de l'état des infrastructures, enfin, faut voir ce que c'était l'Allemagne de l'Est. Moi, je me souviens des premiers voyages en famille qu'on a fait après la chute du mur pour aller voir un peu. C'était quand même un autre monde. Il y avait un retard de plusieurs décennies dans le contexte général, dans les routes, les trains, tout. Les traces de la guerre. Les traces de la guerre étaient là. Partout. Vous aviez des endroits où les restaurants étaient fermés entre midi et 2 parce que c'était la pause. Enfin, je veux dire, il y avait quand même des choses étonnantes. Et en tout cas, la première fois, on est un peu surpris. Bon. Et tout ça, maintenant, s'est traduit par un sentiment de frustration très important. Et c'est pas un hasard si l'extrême droite néo-nazie, c'est vraiment ça, c'est une extrême droite bien pire que dans d'autres pays, si tant est que la comparaison ait du sens. Mais ce sont des slogans, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, parfois repris mot pour mot de ce que disait Hitler. Et donc là, c'est pas de la diabolisation, ce sont des copier-coller de mots, de propos, d'idées, de raisonnements du Troisième Reich. Donc c'est absolument terrifiant. Certainement que la manière dont a été
ensuite gérer la question des réfugiés a encore accentué ça, mais c'est profond, c'est-à-dire tout ça sur fond de crise économique. Et je pense qu'il faut être très, très, très attentif à ce sujet-là. Qu'un parti néo-nazi en Allemagne qui a fait un travail de mémoire absolument remarquable, profond, puisse ressurgir comme ça, c'est très inquiétant. Ça déstabilise complètement le système politique allemand. La stabilité politique du Bundestag est aujourd'hui remise en question par le multipartisme et par les désordres que ça crée. Le côté apaisé de la culture politique allemande, du débat politique qui normalement est peut-être mieux mené que dans d'autres pays, plus rationnel, plus respectueux. Tout ça est en train de voler en éclats et donc, à mon avis, potentiellement débranler l'une des plus grandes démocraties de notre continent. Béatrice Gibelin. Oui, la question de l'AfD, c'est pas seulement une poussée d'extrême droite comme on les connaît, ou de droite radicale comme on les connaît dans d'autres pays d'Europe, dans la mesure où, compte tenu de l'histoire tragique de l'Allemagne, on ne peut pas la prendre de façon comparable. Et puis, il y a cette interrogation. Pourquoi en RDA ? Alors, il faut quand même dire qu'en chiffre absolu, l'AfD fait plus de voix à l'ouest qu'elle n'en fait à l'est, simplement parce que la population est bien plus nombreuse. Il y a beaucoup plus de monde. Mais il faut quand même le dire. C'est pas comme s'il n'y avait pas du tout de vote, et c'est pour ça que je vais dans le sens de Mathias. Il y a un vote AfD aussi à l'ouest, et qui peut être de l'ordre 12-15%. Ce n'est pas anodin non plus. Et c'est pour ça qu'il faut aussi s'en inquiéter sur une forme de déstabilisation. Mais ce qui est incontestable, c'est qu'aux élections de 2017, les Verts ont été puissants à l'ouest et ne l'ont pas été du tout à l'est, et que l'AfD a fait vraiment une percée, et puis on l'a vu aux dernières élections, y compris de Thuringe, même si c'est Die Linke qui est arrivé en tête avec 30% derrière, c'est tout de suite l'AfD, avec un leader qui s'appelle Björn Höcke, qui lui est vraiment un identitaire, et lui tient des propos en particulier sur l'Allemagne, en disant mais il y en a assez de se flageller avec l'histoire de l'Allemagne, nous avons une grande histoire, reprenons toute notre histoire. Mais je voudrais rappeler, en plus c'est quelqu'un de l'Ouest qui fait sa campagne à l'Est, c'est pas quelqu'un qui est originaire de l'Est, mais il sait que c'est là que ce discours va pouvoir avoir l'écho le plus grand. Mais comme vous avez dit, Mathias, en fait il y a eu tout un travail qui a été fait en Allemagne, il a été fait à l'Ouest. Oui, c'est vrai. Il n'a pas été fait à l'Est, parce que les gens de l'Est se sont toujours mis dans le camp des vainqueurs, parce que eux avaient tous été résistants, eux avaient tous lutté contre le nazisme, eux étaient du bon côté. Donc la fierté de la nation allemande, ils la gardent. Ils n'ont pas de raison de se sentir mal à l'aise avec la période du nazisme. Et ce qui était évidemment loin d'être le cas. Il y en a eu d'États qui ont été tout aussi nazis que d'autres des deux côtés. Mais je pense que c'est très important à avoir en tête ça. Et que d'une certaine façon, la réflexion sur la nation allemande après la réunification, ça, on l'a pas eu. Ils ne l'ont pas eu. Parce que, légitimement, la RFA a été dans la continuité. On retrouvait, on acceptait les frontières de l'Oder-Neisse, des frontières qu'on avait après jamais de petites hésitations, d'ailleurs. avec une toute petite hésitation, mais ça n'a pas duré. Non, heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Donc, c'était normal qu'on récupère. Et le Reich, c'était la RFA qui était la continuité du Reich, c'est pas du tout la RDA. Donc, tout ça pouvait complètement s'expliquer. Néanmoins, aujourd'hui, et je m'arrêterai là, néanmoins, aujourd'hui, c'est sur la question de l'immigration que l'AfD a commencé... précision quand même, l'AfD naît non pas à l'Est, mais à l'Ouest, chez des professeurs d'économie en 2013, et qui s'opposent effectivement à la situation de la Grèce en disant « sortons de l'euro, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on doive payer pour les Grecs ». Et c'est Angela Merkel qui dit « il n'y a pas d'autre alternative ». Et c'est de là qu'il faut créer ce parti sur l'alternative pour l'Allemagne. Mais ils vont être débordés très très vite par une droite radicale. Mathias Fécamp ? Non, c'est très vrai. Et si vous ajoutez à ça une culture démocratique récente, en fait, en Allemagne de l'Est, qui a basculé directement du nazisme au totalitarisme bureaucratique, soviétique, etc., ça donne un terreau qui rejoint tout à fait ce que vous dites. Jean-Louis Bourlanges. Oui,
D'abord, pour clarifier le problème, je crois qu'il n'était pas question d'envisager deux monnaies. C'était simplement le problème de savoir à quel niveau on échangeait le mark de l'Est par rapport au mark de l'Ouest. Et effectivement, on pouvait donner un Deutschmark contre un Deutschmark jusqu'à un certain niveau. C'est comme ça qu'on avait fait un peu en 48. Et ensuite, on aurait donné une monnaie à un niveau très inférieur. Et ça aurait impliqué des compensations massives en termes de revenus. C'était ça l'alternative, mais c'était une alternative, et je crois que c'est pour ça que vous avez tout à fait raison de dire que c'était pas praticable. C'était une alternative qui reconnaissait une infériorité structurelle de l'économie allemande. À cet égard, moi, je dois dire que on peut dire beaucoup de bien et c'est évidemment beaucoup mieux que ce qu'aurait fait l'Union européenne, que la Treuenstadt, là, mais moi, je me rappelle une scène que j'ai vécue en Allemagne à ce moment-là. Quand j'étais au PPE, on a fait une réunion en Allemagne avec la représentante. Là, c'était une femme, je ne me rappelle plus son nom, mais qui dirigeait cet organisme et qui expliquait qu'elle vendait des entreprises allemandes pour un Deutschmark. Ça ne valait rien et qu'on pouvait les reprendre pour un Deutschmark. Et je me rappelle les interprètes est-allemands pleurant dans les cabines en disant... On a fait tout ça. On nous a expliqué pendant 30 ans qu'on était les meilleurs, parce qu'il y a toujours ce pharisaïsme et ce perfectionnisme allemand. On est les meilleurs parce qu'on est plus travailleurs, plus moraux, plus trucs, etc., qui est un peu fatigant de temps en temps. Mais là, il était vraiment pris en complètement taille et les femmes étaient désespérées. Ça, c'est un élément central. On parle d'humiliation pour Poutine, etc. Là, c'est une humiliation qui a été justifiée économiquement, mais qui était parce qu'au bout du compte, il ne reste pas grand-chose, sauf le système de formation, qui, lui, a été quand même assez efficace dans toute l'Europe de l'Est, et notamment en Allemagne, mais il reste pas grand-chose de cette expérience. Les Trabant, c'était quand même grotesque d'attendre 3 ans pour avoir cette mécanique fumante et pétaradante, etc., pendant que les autres fabriquaient des Mercedes. Enfin, il y avait quelque chose de... Et ça, ils l'ont ressenti objectivement et subjectivement. C'était tout à fait logique. Une remarque sur Mitterrand. Mitterrand, ça a quand même été vraiment, Védrine passe son temps à expliquer que pas du tout, il avait été très bien, qu'il avait simplement voulu éviter, et il avait raison. Kohl n'était pas net du tout sur la frontière Oder-Neisse, pas du tout au début. Enfin, il disait que c'était pour des raisons électorales, je le crois aussi. Il a été ramené à la raison, mais de toute façon, Bush n'aurait pas toléré que ce fût sur autre chose que sur la Oder-Neisse, que ce fît les frontières définitives de la République fédérale. Mais Mitterrand a quand même une attitude très bizarre. En septembre, il va à Saragosse, il fait un discours adjurant les pays de l'autre partie de l'Europe de ne pas renoncer au socialisme. Ce qui veut dire que, dans son esprit, il intègre le socialisme de l'Europe de l'Est, avec tout ce que ça comporte, comme une variante, au bout du compte, assez légitime de la famille à laquelle il appartient lui-même, ce qui est étrange. Ensuite, moi je me rappelle, j'étais au Parlement européen, vous étiez à Berlin, Mathias, moi j'étais au Parlement européen le jour de l'effort. C'était extraordinaire, l'atmosphère au Parlement européen, avec les Allemands étaient dans un état d'exaltation tout à fait justifié. Et là, on a eu quand même un silence, une absence de réactivité de la part de la France qui était tout à fait impressionnante. Et la dernière chose, c'est le voyage assez étrange de décembre en République démocratique allemande. Alors, c'était notre ambassadrice, qui était une femme d'ailleurs intelligente, Madame Timsit, mais qui était convaincue, et qui en avait convaincu Mitterrand, que le régime de l'Est durerait encore très longtemps. Donc, il y est allé. Mais à ce moment-là, il fait quand même un discours étrange, puisqu'il dit... Vive le peuple est-allemand. Alors, ça, c'est quand même une notion. Il y a que... même Mélenchon n'a pas dit ça. Qu'est-ce que c'est que le peuple est-allemand ? C'est le peuple allemand régénéré par le socialisme réel. Enfin, c'est donc quelque chose de tout à fait aberrant. Alors, la force de Mitterrand, c'est que quand il voit qu'il se fourvoie, il réagit très vite. Margaret Thatcher, au même moment, Margaret Thatcher découvre à ce moment-là que les Britanniques n'ont pas gagné la guerre, alors que nous le savions depuis mai 40. Mais elle découvre à ce moment-là, et donc elle est furieuse. Elle est
est victorieuse et elle est enfin vaincue. Elle se brouille avec Bush. Et en fait, c'est une des grandes causes de son départ du pouvoir, parce que les conservateurs disent on va pas continuer avec quelqu'un qui s'obsède et qui va nous brouiller avec nos alliés, etc. Ça va pas du tout. Mais Mitterrand, lui, il a les mêmes perceptions qu'il a Tanger, enfin un peu maurassienne, un peu classique de toute sa génération, bainvillienne, on va dire, pour ne pas être désagréable. Mais il réagit très bien. Et dès janvier, il sait qu'il s'oriente autrement et qu'il négocie essentiellement pour obtenir la garantie que ça sera sur l'Odernice et pas ailleurs. Mais mais en tout cas, le trimestre. Moi, vous comprenez, je vais vous dire une chose. Quand je suis arrivé au Parlement européen, j'ai été élu pour la première fois en juin de cette année-là. 6 mois plus tard, toute l'Europe de l'Est était libérée. Moi, je me suis tourné vers mes électeurs. J'ai dit, quel parlementaire peut avoir un bilan aussi impressionnant ? Et je ne peux pas dire la même chose aujourd'hui de mon bilan de parlementaire national. Lionel Zinsou. Je ne peut-être pas grossir quand même à l'excès le phénomène de l'AfD, qui a au total un pourcentage de voix inférieur au Front National, au Rassemblement National en France. C'est bon, je veux dire, le Rassemblement National n'est peut-être pas néo-nazi, donc c'est pas la comparaison peut-être pas légitime, mais enfin, ça n'est pas l'extrême droite la plus dangereuse électoralement à ce jour. Encore. C'est vrai qu'il y a au Parlement un nombre de députés du fait de la proportionnelle qui lui donne 92. plus de force que dans des pays comme la France au Rassemblement national. Mais cela étant, ce n'est pas le seul pays qui ait des disparités territoriales qui posent problème, des sentiments de délaissement des populations dans certaines zones. Et il n'y a pas un écart de richesse entre Thuringe et Bavière très supérieur à celui qu'on observe entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Faire attention au fait que les mouvements de l'an dernier, les mouvements des Gilets jaunes ont quand même mis la lumière sur le fait que les disparités régionales, avec la région la plus pauvre des Hauts-de-France comme exemple, c'est quand même quelque chose qui n'est pas lié directement à l'entrée des Länder de l'Est dans la République fédérale. C'est quand même un phénomène beaucoup plus large. Donc, c'est quand même la situation actuelle est quand même partiellement déconnecté de l'entrée de la DDR. Je voudrais dire aussi que faire attention sur l'économie de la DDR. La situation aujourd'hui de l'Allemagne, même si elle est menacée de récession, c'est quand même une économie extrêmement puissante qui est en excédent à la fois des régimes sociaux, du budget de l'État, avec une décroissance rapide de la dette, et en excédent historique du commerce extérieur. Mais quand vous vous demandez pourquoi on est en excédent historique du commerce extérieur, c'est l'effet de ce qu'il y avait des éléments également tout à fait compétitifs en DDR, qu'on pouvait encore valoriser mieux. Et prenez l'agriculture. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a un petit problème avec la France. Par exemple, dans beaucoup de domaines, la France n'est plus le meilleur exportateur avec la meilleure compétitivité. C'est vrai notamment dans l'élevage, dans les grandes cultures céréalières. Pourquoi ? Parce qu'il y avait dans l'agriculture de la RDA de grandes dimensions d'exploitation, héritées d'un système de type sovcause, mais qui, en attendant, modernisés, passés à l'économie de marché, ont donné une puissance relative considérable. Et donc, la RDA est pour quelque chose dans la compétitivité d'ensemble. Et en plus, le reste de l'Europe a toléré quelque chose qui est une aide massive à la transition économique qui a donné des éléments de compétitivité. La RDA est un élément de force 30 ans après de l'Allemagne d'aujourd'hui. Mathias Wecker. Il y a sans doute des causes différentes, il y a aussi beaucoup de similarités, il y a des défis communs pour la France et l'Allemagne. Ce décrochage des classes moyennes qui menace de manière absolument brutale, phénoménale et assez immédiate la stabilité même de notre démocratie, ça c'est des sujets à prendre à bras-le-corps ensemble, avec des programmes communs, une approche commune, une compréhension mutuelle aussi beaucoup plus forte sans doute que ce qui est le cas aujourd'hui dans des pans entiers de notre classe politique. Et par ailleurs, quand vous voyez renaître quand même un sentiment très anti-allemand dans notre pays, quand vous voyez les délires au moment où le président de la République et la chancelière ont signé le nouveau traité de l'Élysée, où des gens sérieux à Aix-la-Chapelle, ou des gens sérieux, non, mais des gens nombreux,
ont pu croire que Emmanuel Macron allait vendre Brader. l'Alsace L'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. C'est complètement délirant. Et par ailleurs, il y a sans doute beaucoup de gens qui partageraient encore aujourd'hui cette phrase attribuée au grand François Mauriac: j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Elle n'est pas exacte d'ailleurs. Il paraît qu'elle est apocryphe, effectivement. Alors, Béatrice Gibert. je reviens sur ce sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Il est vrai que tout l'encadrement encore aujourd'hui en RD, enfin ex-RDA, est un encadrement qui est assuré par des gens qui viennent de l'Ouest. Angela Merkel, on dit toujours qu'elle vient de l'Est. Elle est née à l'Ouest, mais effectivement, elle a passé sa jeunesse à l'Est. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et on a eu un président du Bundestag qui était Tierceux, qui était lui aussi venu de l'Est. Mais pour le reste, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu monté en puissance, au fond, un équilibre, si vous voulez, dans l'encadrement, dans la haute administration et même dans la direction des entreprises. Mais ceci est dû aussi à la continuité d'un exode vers l'Ouest et qui continue encore aujourd'hui, de jeunes formés et qui sont attirés par l'Allemagne de l'Ouest encore aujourd'hui. Donc, la pyramide des âges en Allemagne de l'Est est très préoccupante. Hein. C'est une pyramide des âges où la base est étroite et le sommet est large, avec des gens qui se sentent effectivement le discours de l'abandon. Vous savez, en géopolitique, on l'a beaucoup. On l'a entendu avec les Gilets jaunes, on est abandonnés. Et ils se disent abandonnés, ce qu'ils ne sont réellement pas. Si on part du principe qu'on en veut toujours aux autres des lâchetés qu'on a commises ou des fautes qu'on a faites, est-ce qu'on ne peut pas aussi penser que les Allemands de l'Est qui n'ont pas manifesté par rapport aux Polonais, par rapport aux Hongrois, par rapport à d'autres peuples qui n'ont pas manifesté une grande capacité de rébellion face à leur régime, ont aussi quelques raisons d'en vouloir aux autres de ce qu'eux-mêmes n'ont pas fait? Jean-Louis Bourlanges. Oui, sur les rapports franco-allemands, ça a quand même été toujours très très tendu. Il faut pas se le dissimuler et c'est assez grave de voir des tensions actuelles parce que le terrain est fécond. Sur l'unification, je me rappelle quand même deux choses. C'est que le général de Gaulle, quand il fait son voyage en 1966, si je me rappelle bien, en URSS, dit sur la réunification aux soviétiques, la France est favorable à la réunification de l'Allemagne, mais elle n'est sur ce dossier ni particulièrement ardente, ni particulièrement pressée. Évidemment, les Soviétiques ont tout de suite répercuté ça chez les Allemands, ce qui n'a pas arrangé nos affaires avec les Allemands. Quant à Valéry Giscard d'Estaing, je me rappelle le colloque de Sciences Po organisé par René Raymond et quelques autres sur le bilan du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Et je ne sais plus si c'est Weiss ou Soutou qui avait évoqué le fait que Valéry Giscard d'Estaing s'était opposé, mais très très fortement, à la réunification. Alors, c'était intéressant parce que ce colloque avait lieu en présence d'Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, d'ailleurs, avait été très, très, très bien, très lénifiant, en disant oui, chacun a ses problèmes, etc. Il avait vraiment botté en touche, mais c'était quand même, on a quand même eu une attitude qui est difficilement compréhensible pour les Allemands de l'Est. Sur le modèle agricole, moi je me rappelle on se moquait quand on avait été en Allemagne de l'Est, les parlementaires européens, c'était pas bien ce qu'on disait, on avait visité une immense exploitation où il y avait 1500 vaches, et on avait dit c'est un camp de concentration pour vaches qu'ont mis au point les gens de la République de la DDR. Et en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est effectivement ce que dit Lionel, c'est un modèle économique qui est plus rentable que le nôtre, qui est beaucoup plus rentable que l'exploitation agricole à 2 UTH, comme on dit, 2 unités de travail humain, l'exploitation familiale, comme on disait dans les années 60 au moment des lois de l'orientation agricole. Et c'est ce modèle-là qui est directement questionné. Et enfin, sur la politique économique, qui est relancée maintenant par l'article qu'a publié vendredi le président sur la politique allemande, c'est vrai que le solde commercial est la contrepartie de l'excédent budgétaire et de l'excédent d'épargne sur investissement. Et que là, nous sommes fondés à dire que les Allemands ont une politique économique qui ne favorise pas la croissance à un moment où, comme on voit au sud de l'Europe, par exemple en Espagne,
pour ne pas parler de l'Italie, mais en Espagne aussi, il y a une extrême inquiétude sur le niveau de croissance qui va s'exprimer aujourd'hui dans les urnes. Je vous remercie. Nous sommes arrivés maintenant à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai. J'ai recommandé la semaine dernière ce roman d'Evelyn Waugh, Scoop, qui donne du journalisme une image extrêmement satirique et fort bien documentée. Je me suis avisé depuis qu'on vient de publier aux éditions des Belles Lettres le journal de guerre d'Evelyn Waugh. Je n'en suis qu'à la moitié, mais je dois dire que ça donne une idée de la guerre en général, de l'armée en particulier et de l'armée britannique qui mérite d'être connue. Et puis je voudrais signaler, parce qu'on ne peut pas toujours partir en voyage, donc on peut trouver quelques moyens d'évasion dans la littérature ou dans ce qui se publie, et se publie notamment un journal du patrimoine de l'Aveyron et de ses voisins qui s'appelle Patrimonie, Patrimoni, dans lequel vous trouverez un excellent article sur le nourrissage hivernal des oiseaux, un autre sur le viaduc du Vior, qui est un pont en dentelle d'acier, et puis également un article en occitan sur le chemin des dames, le vrai, celui du général Nivelle, l'ancêtre de la technocratie mal informée et malfaisante. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je voudrais évoquer un souvenir. Je crois que ce qu'on a évoqué tout au long de cette émission, c'est-à-dire la chute du mur et la libération de l'Europe centrale et orientale, c'est sans doute pour les gens de ma génération le grand événement. Pour les gens de la génération d'avant, c'était la libération. Et ce grand événement, je l'ai vécu, et je voudrais évoquer ça parce que avec un voyage que nous avions fait avec ma femme Angéline et Simone Veil, on était très peu nombreux, on était allés en Hongrie, au moment où la Hongrie changeait complètement de visage, et on avait été accueillis dans le château de Marton-Vazar, qui était le château des Brunswick, dans lequel Beethoven avait eu une histoire amoureuse qui, comme toutes les histoires amoureuses de Beethoven, était un désastre, et on avait été accueillis la nuit tombée. On avait été accueillis par un quatuor de Beethoven dans une atmosphère absolument romantique. Et c'est vraiment, pour moi, l'image la plus forte que j'ai. J'étais pas au moment du mur à Berlin, mais c'est l'image la plus forte que j'ai eue de la réintégration de l'Europe kidnappée, pour parler comme Kundera, de l'Occident kidnappé, que de voir et que ce soit avec Simone Veil, qui avait vécu donc l'immense souffrance et horreur de la Seconde Guerre mondiale. On bouclait là la chose, et c'est vraiment, pour moi, je crois, le moment pivot de mon histoire personnelle aux côtés de Simone Veil et aux côtés de mes camarades députés européens. Et vous n'avez pas donné la pièce au quatuor. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler de la revue que je dirige, mais cette fois-ci, je ne peux pas résister. On a sorti un numéro qui s'appelle L'Allemagne 30 ans après, dans lequel il y a un certain nombre d'auteurs allemands, dont le témoignage d'un des présidents du Bundestag qui est effectivement issu de l'Allemagne de l'Est. C'est un entretien qui a été fait. Il y a quelques analyses électorales, et puis il y a des analyses très intéressantes de ce dont nous n'avons pas parlé du tout aujourd'hui. C'est le problème du rapport à la puissance de l'Allemagne. Puissance pas seulement économique, mais puissance politique et militaire. Et je vous recommande vivement la lecture de ce numéro d'Hérodote. Lionel Zinsou. Moi, je vous recommande la lecture d'un livre d'un très haut fonctionnaire, Rémi Rioux, qui est le patron de l'Agence française de développement, qui a dirigé le cabinet du ministre des Finances. Il a réussi. Non, c'est un homme de valeur. Pas cette année-là. Est un homme de grande valeur dans tous les sens, et qui a écrit un livre très récent qui s'appelle Réconciliation, au pluriel, et qui est assez ambitieux. On sent un peu le normalien, historien, une volonté de théoriser, et de créer une théorie de la réconciliation. Mais enfin, il étudie, en historien qu'il est, et en praticien du développement aussi, tout ce qui était après-guerre, réunification. Au fond, pour faire la paix, il faut des adversaires irréconciliables, et comment, au fond, on les réconcilie. Donc, il y a une théorie de cela, et il montre comment, au fond, dans le nouvel ordre mondial et dans son métier en charge d'essayer de limiter les fractures ou de réparer les fractures de l'économie mondiale qui en présente de plus en plus, comment il y a tout un élément de la négociation entre parties hostiles, de la coalition des acteurs, et comment il faut inventer une théorie de la réconciliation. C'est très recommandable. Mathias Fekl.
Moi, je vais vous parler du livre d'un auteur que j'aime énormément et dont j'attends publication du livre suivant toujours avec impatience avant de le dévorer dès sa parution. C'est le dernier livre de Tanguy Viel qui s'appelle Iceberg. Alors, contrairement à ces romans qui sont toujours limpides et cristallins, là, c'est plutôt une promenade dans sa pensée sur divers thèmes qui nous permet aussi de mieux le connaître, avec notamment une visite à la Tour de Montaigne, qui est absolument magnifique. Et il a écrit un autre livre avec Christian Garcin qui s'appelle Travelling, où il relate un tour du monde sans avion, qui est un véritable défi par les temps qui courent. Donc, ce sont des livres très, très personnels, très puissants, très émouvants. Et je vous conseille de lire toute son œuvre. C'est vraiment un des auteurs contemporains que je ne peux que conseiller. Merci, vous trouverez donc le détail de ces recommandations sur notre site à la rubrique des brèves. Je vous rappelle que nous avons été soutenus par Wondery, W-O-N-D-E-R-Y, qui publie donc un podcast hebdomadaire qui s'intitule Guerre de business, et ça commence par la lutte entre Nike et Adidas. Et comme vous allez voir, les coups bas ne manquent pas. Je remercie Nicolas Tourneau qui fait vivre notre site, Benoît Carré qui assure le compendium de notre émission, Sophie Jacquin et Olivier Magloire avec qui cette émission a été préparée, l'arrière-boutique et Adrien Beccaria, nous avons enregistré l'émission que vous êtes en train d'entendre, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui l'ont produit. Soutenez-nous, n'oubliez pas, 30 € par mois ne vous en coûteront que 10 grâce à la défiscalisation. J'espère vous retrouver la semaine prochaine.